Je considère qu'effectivement, les Anglais, en fait, on a coutume d'assimiler les révolutions qui ont eu lieu à la fin des années 70 à une sorte de retour du libéralisme et de considérer que Reagan et Thatcher, c'est la même chose. Or, Reagan et Thatcher, ce n'est pas la même chose. Dans les deux cas, il s'agissait de se débarrasser de l'inflation et donc les politiques monétaires qui ont été suivies ont été dans les deux cas très très restrictives pour effectivement mettre un terme à cet héritage inéluctable du keynésianisme qui était l'inflation. Mais chez Margaret Thatcher, il y avait cette idée que à la fin des fins, la neutralité des finances publiques, cette idée qu'il y avait équivalence ricardienne, cette idée que l'équilibre budgétaire et le désendettement étaient une nécessité. C'est-à-dire que la dette publique, encore une fois, ça ne génère pas de croissance. En revanche, ça perturbe la redistribution des revenus au travers du remboursement, ou en tout cas du versement d'intérêts sur cette dette, qui a lieu dans les générations qui suivent la génération qui a souscrit cette dette. En revanche, chez Reagan et chez les républicains des années 80, l'idée que la dette soit un problème est une idée qui est totalement absente. D'ailleurs, encore au temps de l'administration Bush, quand on est arrivé à des taux de déficit budgétaire qui atteignaient entre 12 et 13%, on lui disait, il disait, écoutez, Reagan nous a montré que c'était totalement sans conséquence, le déficit budgétaire, que ça ne posait aucun problème. Et donc cette idée que le déficit budgétaire, la dette publique n'est pas un problème, est une idée qui est assez partagée par le monde politique américain et qui est totalement keynésienne dans son principe. Et donc pour moi, il y a dans la culture et dans la tradition intellectuelle américaine deux éléments qui sont totalement perpendiculaires par rapport à l'héritage ricardien. Le premier, c'est cette idée qu'effectivement le déficit budgétaire peut être et doit être un moyen de réguler l'activité économique. Quand c'est la gauche, les démocrates, on augmente la dépense publique. Quand c'est la droite, les républicains, on baisse les impôts. Mais à la fin, il y a toujours du déficit budgétaire. Et la deuxième idée, il y a une tradition protectionniste qui est assez forte. Et donc, même si encore une fois, ce protectionnisme n'est pas directement assumé, de temps en temps il l'est. D'ailleurs, on le voit à l'heure actuelle dans la campagne américaine, au travers d'un certain nombre de candidats qui se réclament ouvertement du protectionnisme. Mais il y a une tradition assez forte, notamment chez les républicains, qui est issue de Grant et de McKinley. Et dans les années 30, ils ont fait du protectionnisme, alors que ces deux éléments n'existent pas chez les Anglais. Les Anglais sont pour l'équilibre des finances publiques. On le voit là aussi au travers des positions qui sont prises par les gouvernements successifs. Alors il y a quelques aberrations au sein du Labour de temps en temps. Il y a un Old Labour qui arrive à reprendre les rênes et donc qui injecte du déficit budgétaire. Et puis ils sont très attachés au libre-échange et à la liberté économique. L'interventionnisme est totalement étranger à la pensée dominante de l'économie anglaise. Et donc les Anglais actuels sont ricardiens alors que les Américains sont keynésiens amendés, néoconservateurs, keynésiens amendés. Très bien. Et pour finir, quels sont les tares actuels de la gestion keynésienne de l'économie ? Alors je crois qu'il y a, si on doit faire le procès du keynésianisme, le premier élément c'est de considérer que l'inflation est un outil. Et donc, pourquoi c'est une erreur? C'est une erreur parce que, d'abord, l'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat en tant que telle de l'activité économique. Et la deuxième, parce que pour qu'il y ait inflation, en fait, il faut que les gens aient la capacité d'augmenter les prix. Or, dans une société organisée de concurrence, il est très difficile à une entreprise, à une entité d'augmenter les prix. Et donc cette logique inflationniste est une logique qui va s'associer à la mise en place de monopoles, d'organisations, soit publiques, soit privées, qui sont en situation de monopole et qui peuvent augmenter les prix. Et donc là, on trouve la rente ricardienne, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui, grâce à leur statut juridique, chez Ricardo, c'était les gens qui avaient un droit de propriété sur les terrains. Dans l'organisation keynésienne, c'est un droit au monopole qui est garanti assez souvent par leur statut public. Il y a des gens qui vont pouvoir accaparer des revenus, générer des revenus sans fournir le travail équivalent, sans avoir l'enjeu de l'efficacité équivalente. Et donc, ce keynésianisme de monopole et d'inflation, encore une fois, c'est une perte de pouvoir d'achat, c'est des rentes, et c'est totalement, à mon avis, perpendiculaire par rapport à l'évolution des technologies qui, au travers des nouvelles technologies, de la distribution de l'information, de la capacité de chaque individu à mieux comprendre la réalité économique, éventuellement à se porter sur le marché du travail, contourne les monopoles. Je prends souvent comme exemple le fait que le monopole de la SNCF
n'était supportable que tant qu'il n'y avait pas Blablacar et le covoiturage. Quand il y a Blablacar et le covoiturage, le monopole est déjà mort. Le deuxième reproche que je ferai au keynésianisme, c'est que le keynésianisme repose sur un transfert des problèmes dans le temps. Au travers de la dette, on reporte les problèmes à long terme. Et donc l'idée de Keynes, c'est à long terme, nous serons tous morts. C'est-à-dire, ça se interprète de deux façons, cette formule. À long terme, de toute façon, c'est pas la peine de se faire du souci. Mais il y a aussi, dans certains de ses écrits, l'idée que si on ne résout pas les problèmes de court terme, on va avoir une prise de pouvoir à l'époque où il écrit, soit par les fascistes, soit par les communistes. Et à ce moment-là, notre société sera morte. C'est-à-dire que si on passe son temps à dire il faut davantage, donc il répond dans un texte à de ses rivaux économiques qui est Jan Tinbergen, qui a été le premier prix Nobel d'économie de l'histoire. Et Tinbergen dit le rôle de l'homme politique, c'est la prochaine élection, le rôle de l'économiste, c'est la prochaine génération. Et Keynes dit c'est idiot, parce que si dans la prochaine génération c'est les communistes qui sont au pouvoir, de toute façon vous aurez tout perdu. Donc il ne faut pas négliger le court terme. Et comment il fait pour résoudre les problèmes du court terme? En transférant ces problèmes sur le long terme, justement au travers de la dette. Sauf que ça n'a de sens que si effectivement on utilise ce temps gagné pour résoudre les problèmes. Or, la pratique keynésienne que nous avons connue s'est traduite par une accumulation de dettes et pas davantage de croissance, pas davantage de problèmes résolus. Et donc, on a utilisé cette facilité sans en avoir les bénéfices. Et je pense que la troisième critique que l'on doit faire du keynésianisme, c'est de considérer que, d'une certaine façon, l'État, quelque part, est détenteur d'un savoir que n'a pas le marché. L'État est là pour corriger le marché, c'est-à-dire qu'on en revient à l'arbitrage entre dépenses publiques et dépenses privées. Quelque part dans le keynésianisme, même si Keynes à un moment donné pousse la logique jusqu'à son terme en disant mais c'est pas grave qu'il fasse des trous dans la pelouse et puis ensuite qu'il les rebouche, l'important c'est qu'il soit une occupation, l'important qu'il y ait une espèce de distribution de revenus. Mais fondamentalement, il explique quand même qu'il y a des choses que l'État doit prendre en charge et que si l'État a une mission, c'est parce qu'il est porteur de l'avenir au travers d'investissements que le secteur privé n'est pas capable de faire et que lui, il va faire porter par sa dette publique. Or, l'expérience montre que l'État n'est pas plus sage que le privé. La différence étant que quand le privé se trompe, il fait faillite. Quand un fonctionnaire se trompe, il est promu.